إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. C'est une bonne nouvelle, les 13 religieuses et leurs 3 auxiliaires enlevés par le front Al-Nosra le 3 décembre dans leur couvent de Maaloula ont été libérés. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies l'a annoncé ce lundi. Plus de 9400 Syriens se sont enregistrés la semaine dernière au Liban auprès du HCR. Les étudiants se mobilisent en soutien au président libanais Michel Sleiman. Ils étaient plusieurs centaines à organiser des sit-ins devant leur faculté pour dénoncer les récentes diatribes du Hezbollah à l'encontre du chef de l'État. Toujours aucune piste sérieuse pour expliquer la disparition samedi de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin 1 heure après son décollage. La médiation libano-qatari a finalement permis la libération des 13 religieuses de Maaloula et de 3 de leurs auxiliaires, plus de 3 mois après leur enlèvement par le front Al-Nosra. Une libération saluée par les responsables libanais de tous bords. 150 prisonnières du régime de Damas ont été remises en liberté. En échange, un sujet signé Nouraël. Libres après plus de 3 mois entre les mains de rebelles islamistes, 13 religieuses et 3 de leurs auxiliaires ont été relâchées cette nuit près d'un poste frontière entre la Syrie et le Liban. Elles avaient été enlevées le 3 décembre dans leur monastère grec orthodoxe de Saint-Thècle à Maaloula, une ville chrétienne au nord de Damas. Depuis, les nonnes étaient retenues à Yabroud, bastion rebelle près de la frontière libanaise, par le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Vêtues de leur traditionnel habit noir, les religieuses sont arrivées fatiguées mais soulagées après un éprouvant voyage de 9 heures qui les a conduites de Yabroud au Liban puis de nouveau jusqu'en Syrie. Nous allons bien et sommes toutes en bonne santé. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous. Nous n'avons pas été maltraités. Nous avons vécu de façon heureuse. Nous ne nous sommes jamais sentis tristes. On nous donnait tout ce qu'on demandait. Nous sommes restés dans une maison qui ressemblait à un palais. Leur libération a été obtenue grâce aux efforts du Liban et du Qatar. Au cœur de cette médiation, le directeur général de la Sûreté Générale, secondé par le chef des renseignements qataris, Ranem Koubaïsi. Le général Abbas Ebrahim a démenti tout paiement de rançon que les médias libanais évaluaient à 4 millions de dollars. Aucune somme n'a été versée en contrepartie de la libération des nonnes. Les ravisseurs ont tenté jusqu'à la dernière minute d'obtenir plus de gains. Mais nous n'avons pas cédé. En échange, plus de 150 prisonnières détenues par le régime Assad vont être remises en liberté. Parmi elles, une femme et ses 4 enfants ont été libérés les premiers. Selon le général Ibrahim, les efforts se poursuivent aussi pour tenter d'obtenir la libération de 2 évêques d'Alep enlevés au printemps dernier. Il avait déjà joué un rôle important l'année dernière avec Koubaïsi dans la libération de pèlerins chiites libanais enlevés par les rebelles. Les réactions de tous bords se sont multipliées ces dernières heures. Elles sont évidemment unanimes pour saluer la libération des religieuses et appeler à celle des 2 évêques. Le président Michel Sleiman a remercié le Qatar pour son aide dans la médiation, soulignant la nécessité pour l'armée et les forces de sécurité de coordonner leurs efforts pour arrêter les gangs impliqués dans les enlèvements. Le patriarche maronite, lui, a salué les efforts fournis par la Sûreté Générale et les intermédiaires qataris. Marbchara Boutros-Serrahi a aussi appelé à mettre un terme au phénomène de kidnapping et au respect de la dignité humaine. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés l'a annoncé ce lundi. Plus de 9400 Syriens se sont enregistrés la semaine dernière au Liban auprès de l'agence onusienne, ce qui porte à près de 957 700 le nombre de réfugiés syriens qui bénéficient de l'aide du HCR et de ses partenaires au Liban. Quelques 50 000 déplacés n'ont pas encore été enregistrés. La majorité des réfugiés sont concentrés dans la vallée de la Bekaa et au nord Liban. Ils sont nombreux à vivre dans des conditions très précaires et à souffrir de détresse psychologique. Certains craignent pour leur sécurité et ne peuvent pas s'offrir des soins de santé. Au moins
moins 120 combattants du Hezbollah auraient été tués lors d'affrontements entre les rebelles syriens et les troupes du gouvernement près de Damas. Une information rapportée par la télévision pro-rebelle Al-Qad qui indique que ces combattants avaient trouvé la mort ces dernières semaines lors de la bataille de Yabroud. La ville est considérée comme un repère des rebelles et se situe sur une route d'approvisionnement dans les montagnes de Kalamoun entre la frontière libanaise et la capitale syrienne, Damas. Il s'agirait de la plus grande perte humaine pour le Hezbollah depuis que le parti d'Hassan Nasrallah s'est engagé dans la guerre en Syrie il y a un peu plus d'1 an pour soutenir les troupes du président Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le Hezbollah aurait perdu 275 hommes donc depuis fin 2012. Place à l'actualité locale, les milieux universitaires se mobilisent en soutien au président de la République, Michel Sleiman. Ils étaient plusieurs centaines à organiser des sit-ins devant leur faculté à l'appel du 14 mars pour dénoncer les récentes diatribes du camp du Hezbollah à l'encontre du chef de l'État, mais aussi pour rendre hommage au président pour ses positions nationales. Le Hezbollah ne digère toujours pas le discours de Michel Sleiman prononcé le 1er mars dernier à l'université Saint-Esprit de Kaslik et dans lequel il a remis en cause la formule armée-peuple-résistance. Depuis, le parti d'Hassan Nasrallah multiplie les offensives contre le chef de l'État et la présidence de la République qui doivent être placées en soins intensifs, toujours selon le Hezbollah. Nohad Machnouk au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth. Le ministre de l'Intérieur a été reçu en audience par le Premier ministre Tamam Salam. Vous le voyez à l'écran, pour évoquer les derniers développements politiques et sécuritaires au Liban, notamment la libération des religieuses de Maaloula et les tractations politiques liées au dossier de la déclaration ministérielle. Et des sujets qui ont également figuré au menu d'un entretien entre le chef de l'État et le chef du gouvernement et le député Kazem El Khair, membre du bloc parlementaire du courant du futur. Salam s'est ensuite concerté avec le doyen de l'université arabe de Beyrouth qui est venu le féliciter pour la formation du gouvernement. Également au Grand Sérail, les mouftis des régions de la Bekaa, de Saïda, de Rachaya et de Baalbek, ainsi que le secrétaire général du Conseil islamique suprême du Liban, Cheikh Khaldoun Harimet. Avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, M. Berberier. J- avant la dernière réunion, la réunion de la dernière chance pour la rédaction de la déclaration ministérielle. Êtes-vous confiant quant aux résultats de cette tractation politique toujours en cours? Écoutez, il est de l'intérêt général que cette déclaration ministérielle soit la plus concise possible et ne renfermant que l'essentiel, c'est-à-dire le premier point, le contrôle de la sécurité, ainsi que tout le travail pour le recul du terrorisme, de la préparation des élections présidentielles et si possible une nouvelle loi électorale, 3, une reprise en main des rouages de l'économie pour sortir de la torpeur et arriver vers une relance économique, 4, s'atteler sérieusement à solutionner les problèmes socio-économiques des conséquences de la guerre de Syrie, c'est-à-dire gérer cette présence de plus d'1,5 million de réfugiés qui peuvent éventuellement dans 2 ans, si ce n'est pas pris en charge, toucher le seuil des 4 millions. Et vous savez, ce point essentiel a été clairement évoqué par le président Hollande et les ministres des Affaires étrangères lors de la conférence de Paris. Le message était clair en la présence du président de la République, de notre ministre des Affaires étrangères et de la délégation, qu'il est nécessaire que le Liban ait un gouvernement qui a la confiance du Parlement. Donc, il est de l'intérêt de toutes les factions politiques libanaises aujourd'hui que ce vote de confiance ait lieu, que le gouvernement ait la confiance du Parlement et le plus tôt possible. Mais Monsieur Salouane, faute d'accord, de consensus justement, notamment sur l'affaire de la résistance, cette formulation, ce triptyque armée-peuple-résistance, craignez-vous pour l'avenir justement de ce gouvernement Salam? Va-t-on vers d'autres consultations présidentielles? Écoutez, oui, le danger y est toujours, il existe toujours. Mais dans tous les cas, nous sommes arrivés à une phase où on ne va plus aller vers cette allégorie. Nous allons vers une notion de résistance du peuple libanais contre l'occupant israélien. Il s'agit que toutes ces factions, essentiellement à leur tête le Hezbollah,
prennent conscience qu'il est temps qu'ils puissent, que ce gouvernement, après avoir pris naissance depuis 2 semaines, qu'ils prennent la confiance du Parlement. Et vous savez, ceux qui parlent toujours d'attendre de voir ce qui va se passer aussi bien en Ukraine qu'ailleurs, ce sont des paroles et à mon avis même des exactions contre l'intérêt du peuple libanais lui-même. Oui, je crains au cas où la tergiversation continuerait par certaines factions politiques du 8 mars. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour votre intervention. Restez des nôtres au retour de la pause. Le référendum du 16 mars en Ukraine continue de diviser les Criméens. Retour sur le plateau de l'info, toujours aucune piste sérieuse pour expliquer la disparition samedi de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines alors que l'appareil effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 passagers à bord. Plus de 34 avions et 40 bateaux d'une dizaine de pays participent aux recherches. Alors que la nuit est tombée sur la mer de Chine du Sud, on apprend que les traces d'hydrocarbures retrouvées hier et analysées ne proviennent pas de l'appareil. Les tests révèlent qu'elles appartiendraient à un navire. Depuis le début des opérations de recherche, nombreuses sont les désinformations, ces fausses nouvelles qui tombent au compte-gouttes et qui s'infirment les unes après les autres. Ce lundi matin, le point de presse à Kuala Lumpur était très émouvant. Au bout de 60 heures de recherche, les autorités reconnaissent leurs limites, leur impuissance et se disent très perplexes. Une centaine de proches ont signé une pétition exhortant le ministre chinois des Affaires étrangères à les aider à faire pression sur la Malaisie pour connaître la vérité. Un groupe de 50 jeunes Israéliens a publié une lettre ouverte au Premier ministre Benjamin Netanyahou, une lettre dans laquelle ils affirment refuser d'effectuer leur service militaire pour ne pas cautionner l'occupation des territoires palestiniens. Les signataires dénoncent les violations des droits de l'homme en Cisjordanie, les exécutions, la construction de colonies, les détentions administratives de Palestiniens, la torture, les punitions collectives et une répartition injuste de l'eau et de l'électricité. Le service militaire de 3 ans pour les hommes et de 2 ans pour les femmes est donc obligatoire en Israël et s'y soustraire est puni par de la prison ferme. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les talibans promettent de perturber l'élection en Afghanistan, une menace qui laisse craindre le pire dans le pays alors que le premier tour doit avoir lieu le 5 avril prochain. L'élection décisive doit décider d'un successeur à l'actuel président Hamid Karzai qui ne peut pas se représenter après 2 mandats successifs. En Afrique du Sud, le procès d'Oscar Pistorius a repris ce lundi matin. L'athlète est accusé du meurtre de sa petite amie le 14 février 2013. Un 6e jour d'audience, donc une 6e journée d'audience marquée par le malaise de l'accusé lors du compte-rendu de l'autopsie de sa victime. Pistorius s'est plié en 2, a croisé les mains derrière sa nuque et s'est mis à vomir. Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, inaugure à Nice le centre Pompidou pour la maladie d'Alzheimer. Il est accompagné de Bernadette Chirac. La justice examinera dans la journée sa demande de retrait des enregistrements pirates réalisés par Patrick Bisson, son ex-conseiller. Et demain, la Cour de cassation se penchera sur une autre affaire, l'affaire Bettencourt. Elle validera ou invalidera la saisie des agendas de l'ancien chef de l'État. Et le référendum du 16 mars continue de diviser les Criméens au sein de la communauté russophone. Certains se disent favorables au rattachement à la Russie, mais d'autres se disent souvent perplexes et même inquiets face au projet séparatiste. À Moscou, le président Poutine a une nouvelle fois défendu le droit de la péninsule à être rattachée à la Russie, tout en affirmant chercher une solution diplomatique à la crise ukrainienne. Un seul candidat, un seul parti et l'obligation pour tous les électeurs de voter. Le résultat est simple. Kim Jong-un a été élu au Parlement nord-coréen avec 100% des voix. Comme tous les candidats du parti unique, le président se présentait sans adversaire dans sa circonscription. Kim Jong-un concentre désormais tous les pouvoirs. Président commandant suprême des forces armées, président de la commission de défense nationale et député. Ce scrutin sert aussi au régime de recensement populaire. Il permet aux observateurs étrangers de connaître la liste finale des candidats, de fournir des indications sur les grâces et disgrâces au sein du régime.
Une élection qui, selon les images officielles, a fait danser le peuple. On va le voir dans quelques instants à l'écran. Vous le voyez donc, ça fait danser en Corée du Nord. 100% des voix pour le président, donc, de ce dirigeant Kim Jong-un. C'est la fin de ce journal. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les 13 religieuses et leurs 3 auxiliaires enlevés par le front Al-Nosra le 3 décembre dernier en Syrie ont été libérés. C'est une très bonne nouvelle. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés l'a annoncé ce lundi. Plus de 9400 Syriens se sont enregistrés la semaine dernière au Liban auprès du HCR. Les étudiants se mobilisent en soutien au président libanais Michel Sleiman. Ils étaient plusieurs centaines à organiser des sit-ins devant leur faculté pour dénoncer les récentes diatribes du camp du Hezbollah à l'encontre du chef de l'État. Et toujours aucune piste sérieuse pour expliquer la disparition samedi de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin 1 heure après son décollage. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT. À bientôt. إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.